Je passe la parole. Eh bien, merci à vous. Donc, en fait, mon groupe m'a donné un objectif, m'a donné un mandat. J'ai accepté la mission, sachant que c'était une mission révocable et qu'elle va dépendre du contrôle qu'ils vont exercer sur moi à la suite de cette petite présentation. Donc, nous avions trois questions qui ont été posées. En fait, un premier préambule, qu'est-ce que la monnaie? Et les deux autres, dont on a fait un seul gloubi-boulga pour vous présenter qu'un seul élément, en fait. Donc, au niveau du préambule, on a déjà commencé par regarder c'est quoi les termes, qu'est-ce que c'est qu'un régime démocratique. Ça nous occupait un petit peu. Alors plutôt qu'un certain nombre de questions, enfin de points, je dirais, voilà, le gouvernement par le peuple, pour le peuple, etc. On a préféré se donner, en gros, le point suivant, c'est que le peuple doit définir justement un objectif, un projet, et demander en fait à ceux qui vont le mettre en œuvre un certain nombre de comptes. Donc ces personnes à qui ils vont le demander vont avoir des mandats impératifs, d'une part, par rapport à ces objectifs, à ce projet qui est donné, mais aussi révocables. Ça va faire partie du contrôle qu'on va vouloir effectuer ensuite. Donc qu'est-ce que c'est que la monnaie? Je crois qu'on en a bien parlé ce matin, on n'a pas été très très créatif là-dessus, donc c'est un outil. Alors pas forcément un seul, il peut y en avoir plusieurs, parce qu'on voit qu'on peut avoir des besoins locaux, des besoins régionaux, nationaux, et qu'on ne va pas forcément avoir même tout à fait peut-être les mêmes outils. Mais en tout cas, cet outil il doit être au service du projet que l'on s'est défini, à ce niveau-là. Ça doit permettre de faciliter les échanges locaux et les services, etc. C'est quelque chose, la monnaie, en laquelle on doit avoir confiance. Donc il y a la notion de transparence, de traçabilité, avec une problématique associée à cette traçabilité. C'est-à-dire, autant on veut bien que surveiller tout ce qui va se passer avec l'argent de l'État ou de la collectivité, on n'aimerait pas trop que le nôtre, on aille surveiller ce qu'on veut faire, nous, de notre argent, notre monnaie. Bon. Donc il y a ce petit élément-là, c'est bien d'avoir une traçabilité, mais jusqu'à quel niveau il s'exerce, on a encore des points ouverts. Et puis parce qu'on aime bien définir quelque chose aussi par ce que ce n'est pas, parce que je pense que ça aide beaucoup, c'est que, comme on l'a dit ce matin, ce ne doit pas être une marchandise, ni un outil donc de spéculation, ça doit rester un outil au service de notre projet, à nous de bien définir notre projet. Alors le gloubi-boulga, voilà, c'était au niveau qu'est-ce qu'on doit créer pour réguler, comment est-ce qu'on va le faire. Donc il y a la notion d'adosser la monnaie à quelque chose, pour que ce ne soit pas quelque chose justement de complètement immatériel. Donc on a beaucoup parlé de la valeur de travail, de la valeur du temps, d'expérience aussi, puisque le temps, c'est pas que le temps que l'on passe à un instant T, c'est aussi le temps cumulé qui a pu amener à arriver à cette production-là de valeur. Bon, bien sûr, les paniers de matières premières ou ce genre de choses-là. Bref, la monnaie doit être adossée à quelque chose. Qui doit le créer? Qui doit créer cette monnaie-là? Eh bien, a priori, pas le privé. Je pense qu'on a bien écouté ce qui nous a été dit ce matin. D'accord? Par l'État, en tout cas, par une entité qui va servir l'intérêt général. C'est ça qui est sous-jacent. Et puis le contrôle. Donc le contrôle de quoi? En fait, le contrôle de l'objectif qu'on s'est donné, de l'objectif du projet qui a été acté par ce peuple souverain qui s'est défini son propre projet. Donc le contrôle, ça doit être quelque chose de régulier. Alors on ne va pas définir exactement cette régularité, mais en tout cas ce sont des rapports, c'est des publications régulières, c'est une transparence, c'est-à-dire que finalement tout le monde a capacité à pouvoir voir ce qui se passe. Donc on parle de télévision, de sites, de pouvoir aussi adresser un questionnement par rapport à comprendre finalement ce qui s'est passé au niveau de ces éléments que l'on veut contrôler. C'est quelque chose, souvent, voilà, ça devient un petit peu technique, donc on a besoin d'être éclairé par une expertise, par peut-être des fonctionnaires, des gens dont c'est le métier, mais qui vont avoir ce rôle
d'éclairer la décision, mais pas de la prendre. Hein, on a aussi, je pense, bien compris ce qui a été dit ce matin. Par contre, il va bien falloir le piloter. Et ce pilotage, c'est par qui? Eh bien, c'est par une représentation qu'on va se donner. Alors, bon, on a entendu bien parler du tirage au sort, hein, ça c'est clair. Il peut y avoir des personnes, effectivement, qui sont formées tous pour ça. On va avoir aussi voilà, cette notion de gens formés, c'est-à-dire que là, pour ce pilotage, on voit bien des missions aussi qui sont temporaires. Ce ne sont pas des gens qui sont dédiés à ça ad vitam aeternam. Et donc, comme aujourd'hui dans l'appareil judiciaire, ben, quand vous avez comment dire, des gens qui sont tirés au sort hein, pour aller au tribunal pour juger, eh bien, ils sont accompagnés. Ça dure un certain temps, donc on va les former. Et les former, bon ben voilà, il y a tout ce qui est formé, mais pas être formaté. Donc il y a toujours cet équilibre à trouver. Il faut s'en préoccuper. Et puis le dernier point, puisqu'on parle de contrôle, c'est être capable d'exercer une sanction ou une capacité de révocation à justement cette entité-là à qui on a donné cet objectif. Voilà, donc c'était en gros les éléments que l'on s'était donnés. Et puis on a terminé par un petit problème quand même, c'est qu'on s'est dit, bah, c'est bien comment dire, de se donner un certain nombre de choses, mais un point peut-être qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui, c'était quel va être le financement de l'État si on n'a que des monnaies locales et que ces monnaies locales ne portent pas TVA. Donc comment est-ce que aussi on finance par ailleurs l'ensemble de toutes les actions que doivent mettre en œuvre l'État vis-à-vis de l'enseignement, vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis de l'hôpital, de tout ce qu'on veut. Voilà, donc juste un petit questionnement que l'on s'est posé. Et puis voilà, je vais passer la suite à mes collègues, sauf si vous avez quelques questions, et j'attends de savoir si je suis révoqué ou pas. Merci. Les questions et observations viendront à la fin de l'ensemble des productions. Donc le prochain, qui bon le veut, allons-y. Alors, à la première question, qu'est-ce que la monnaie et ses fonctions dans un régime démocratique? Alors, pour nous, notre groupe, la monnaie est un moyen d'échange, un étalon de valeur, c'est un outil pour acquérir des objets et des services. Après, qui crée et régule la monnaie et comment? Alors, dans le premier point pour la monnaie, on a beaucoup parlé du troc, mais on est vraiment arrivé à dire que le troc, ce n'est pas de la monnaie. Mais ça a été un débat important dans notre discussion. Alors, qui crée et régule la monnaie et comment? La création monétaire est confiée à un comité de citoyens tiré au sort, désigné pour 3 ans, par tiers renouvelable tous les ans. Le contrôle de l'inflation et du chômage sont les objectifs de la politique monétaire. Le peuple décide du niveau souhaitable de l'inflation et du chômage et donne cet objectif au comité. Alors, comment les organes de création monétaire et de régulation sont contrôlés par les citoyens? Le comité est mandaté pour réaliser un bilan d'action tous les 6 mois. Et après, c'est poser la question, si les objectifs ne sont pas atteints, s'il y a trop d'inflation ou trop de chômage, que faisons-nous? Est-ce que nous révoquons au tiers, à la moitié, à l'entier? La question n'a pas été... Nous ne sommes pas allés jusqu'à la réponse. Voilà. Merci. Super. Merci beaucoup. Suivant arrive, il est déterminé.
Bon, je serai peut-être évoqué à la sortie, on va voir. Alors, je voulais vous dire quand même que les débats ont été âpres et la régulation de la parole n'a pas été chose simple. Bon, après, on a essayé de faire synthétique, mais ça ne reflète pas forcément toutes les diversités d'opinions dans le détail. Alors, sur le premier point, qu'est-ce que la monnaie ? Il nous a semblé que c'était intéressant de résumer à l'idée que c'est uniquement une unité de mesure. Voilà, c'est une unité de mesure, donc finalement, ça a quelque chose de très arbitraire et d'assez artificiel. C'est ça. Et à quoi ça sert ? Eh ben, c'est destiné à faciliter les échanges et la création de richesses. Donc c'était la notion ce matin qui ont été évoquées d'échange achat-vente. Et création de richesse, c'est aussi la notion d'investissement productif pour être capable de fabriquer des choses qui n'existent pas. Et ce qui nous a semblé aussi important, c'est de dire qu'elle est commune à l'ensemble de la nation et qu'elle était adossée à la valeur travail. Voilà ce qui nous a paru important dans la définition de la monnaie. Donc, en contrepartie, ça veut dire aussi que ça n'est pas un outil de spéculation. Parce qu'il faut dire ce que c'est, mais il faut peut-être aussi dire ce que ça ne doit pas être. Donc ça, c'était pour le premier point. Alors, le deuxième point, c'est qui crée la monnaie ? Alors là aussi, le débat n'a pas été simple. Il y avait deux tendances chez nous, puis finalement, on s'est mis d'accord sur une formulation qui est la suivante. C'est que la monnaie, elle peut être créée à différents échelons. Alors, on est reparti sur les échelons qui existent, la commune, le département, la région et la nation. Chacun peut créer de la monnaie, mais dans le cadre des prérogatives qui sont les prérogatives de chacune des structures. Par exemple, une commune, elle pourra créer de la monnaie pour refaire ses trottoirs, son réseau d'eau, la cantine des enfants, etc., etc. Mais elle ne pourra pas créer de la monnaie pour acheter un Rafale. À l'inverse, la nation ne va pas s'occuper de choses, je ne sais pas moi, des chemins communaux, mais ses prérogatives régaliennes, c'est par exemple la défense nationale. Donc ça va être la capacité, elle aura capacité à créer de la monnaie dans ce cadre-là. Alors, je vais prendre aussi un autre exemple qui me tient à cœur et qui est d'actualité. Moi, je viens du Sud-Gironde. Il y a la LGV qui va traverser le Sud-Gironde pour rejoindre Toulouse, pardon. Et on se dit que si toutes les communes du bassin versant du Sud-Gironde avaient pouvoir de créer la monnaie pour cette infrastructure qui va traverser cette région, peut-être que le projet n'aurait pas lieu. Donc c'est là où ça nous semble important qu'il y ait un pouvoir monétaire au niveau de chacune au niveau communal, départemental, etc., déjà existant. Troisième point. C'était quoi la question du troisième point ? Du contrôle. Donc, ce qui nous a paru important dans le contrôle, c'est déjà qu'au niveau d'une nation, il y ait capacité à, on va dire, maîtriser la création de monnaie. C'est-à-dire que ça ne parte pas dans tous les sens. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est tout simplement des assemblées. Alors là, on reprend les idées qui ont été émises déjà aujourd'hui, c'est-à-dire des assemblées composées de citoyens tirés au sort, et qui, en fait, auraient justement pour objet de délibération la création monétaire. Et en fait, les critères qui devraient faire, auxquels elles devraient répondre ou qu'elles devraient examiner pour valider ou invalider une création monétaire, ça serait justement ce qu'on a aussi évoqué, c'est-à-dire les équilibres inflation ou chômage, mais aussi le niveau des impôts que ça supposera au niveau des citoyens. Donc voilà un petit peu comment on a essayé de raisonner ces points-là. J'attends aussi de savoir si je vais être évoqué ou pas. Merci beaucoup.
Alors nous aussi, dans notre groupe, les discussions ont été vives et parfois un petit peu difficiles à recadrer. Donc on a essayé d'en sortir une synthèse un peu claire, mais bon, ça ne représente pas forcément la richesse des débats. Donc à la première question, on a répondu: c'est un outil commun à un groupe social permettant l'échange de biens et de services de valeurs différentes et sans but spéculatif. Et on a éprouvé le besoin de définir les termes. C'est-à-dire que groupe social, on a bien inclus que c'était les personnes, les entreprises, les collectivités et l'État. Et puis les biens et services, on a précisé parce qu'on voulait que ça allait jusqu'à la notion d'investissement. Ce n'est pas forcément ce qui se consomme tout de suite, mais ça peut être ce qui peut servir à produire des biens futurs. Pour la deuxième question, on n'a pas évoqué les monnaies locales. Nous, on est resté au niveau de l'État, qui avait, par délégation du peuple, le monopole de la création monétaire. Et on a imaginé une Banque de France citoyenne qui crée la monnaie. Pour la troisième question, on a une chambre de contrôle qui définit la masse monétaire nécessaire en fonction des besoins présents et futurs du peuple. Donc là, ça a été aussi débattu sur quels critères devaient être pris en compte pour définir la masse monétaire. Et on est resté sur cette richesse des débats sans arriver à une conclusion probante. Voilà. Et je souhaite être révoqué pour rentrer dans ma province. Vous êtes au top. Alors, je vais essayer de restituer la synthèse des travaux de Jacques, Catherine, Nicolas, Daniel, François-Xavier, Claude, Fatima, Anne et moi-même, Sophie. Alors, nous avons énormément bataillé sur plein de sujets. On a essayé de formuler, en fait, quelque chose de synthétique. Et on a beaucoup transpiré sur la rédaction de peu de textes, finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a énormément émis de mots-clés. Je vais les citer avant de citer notre phrase qui est assez succincte. Donc, on a parlé qu'il fallait que ce soit juste, donc qu'il y ait un équilibre dans les échanges, que l'étalon de valeur puisse, avoir un rôle vraiment équitable. On a beaucoup bataillé autour de la notion de valeur travail, parce qu'il y a le travail, mais il y a les matières premières. Et donc, dans la notion de matières premières, on s'est dit, il y a la notion de durabilité de la planète. Donc, comment on va valoriser cela? Et donc, on l'a intégré dans notre phrase. Voilà, on a parlé aussi de cet étalon de valeur qui fluctue aussi selon l'offre et de la demande. Donc, on a écarté toute approche étatique qui pourrait tout réguler. Par contre, on a voulu faire émerger la notion de régulation, et sur le volet démocratique, il nous a paru indispensable d'intégrer dans notre phrase la notion de citoyen, et non pas que d'un organisme. Voilà, donc je vous lis la phrase. Pour nous, la monnaie, c'est un outil d'échange qui est étalonné par et pour les citoyens. C'est organisé et régulé par une gouvernance citoyenne et dans la limite des ressources humaines et environnementales. Voilà. Et donc, on n'a pas eu le temps de travailler sur le comment pourrait fonctionner l'organisme, comment il pourrait être régulé, etc. On s'est arrêté à une définition synthétique. Et c'est super. Sachant que la monnaie est un sujet hyper complexe et que vous avez travaillé moins d'1h30 et c'est déjà super ce que vous avez fait. Enfin, il y en a beaucoup qui, pendant des journées entières, n'ont pas produit le quart de ça. Soyez fiers d'être des amateurs, comme il disait l'autre.
Donc nous, on a débuté par un tour de table et nous n'avions pas la même définition de la monnaie. Donc on est parti sur, nous, le peuple, nous sommes souverains et créateurs de l'outil d'échange juste et équilibré pour que chacun puisse pouvoir se respecter mutuellement, je pense. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque un peu, le respect. Ce dernier permet l'achat et la revente de biens et d'un service par une monnaie non soumise à l'intérêt et non numéricable. Excusez-moi, je vais rajouter les lunettes. Cette monnaie produite par l'État sera gérée par une banque coopérative départementale ou régionale ou communale, nationale, constituée par un comité citoyen. Moi, je pense qu'avant de créer cette monnaie, il faut se rassembler. Et pour ma part, je pense qu'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, allier les élus, les chefs d'entreprise, les citoyens, pourrait permettre de réfléchir ensemble. Parce que c'est ce que je dis, c'est réfléchir ensemble, c'est le vivre ensemble pour moi. Et c'était quand même au niveau de la table une volonté aussi commune. Merci beaucoup. Et ils sont tous partis. Ils t'ont tous laissé en plan, toute seule, pour tout faire. C'est pas cool. Donc nous on est parti sur 4 tours on avait une idée de marque sur 4 tours de table. Le premier pour avoir une définition chacun de ce qu'était la monnaie. Le deuxième pour éclaircir nos définitions. Le troisième pour lever éventuellement des objections sur les définitions de chacun. Et puis le quatrième point sur la synthèse. On a pas mal échangé sur la notion d'échange versus investissement et activité humaine versus travail. Et au final, on a passé pas mal de temps, c'était très riche, sur la sémantique du projet global et donc de la phrase finale, qui est donc la monnaie est un bien commun, elle est un outil de confiance contrôlé par le peuple. Et sur le finish, il y avait des notions de pour la paix sociale ou pour garantir l'équilibre social. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, dans notre groupe, on a essayé d'être synthétique, mais en fait, on a des choses assez similaires à ce qui a été évoqué déjà. Je lis donc, on a dit la monnaie est un outil d'échange économique résultant de la conversion du temps de travail en valeur qui permet de différer les échanges, avec cette idée que par rapport au troc, ce que permet la monnaie, c'est de différer, alors que le troc a une exigence directe. Donc c'est pratique, quoi. L'État crée la monnaie via la Banque centrale publique et citoyenne. La régulation de la monnaie se fait dans des guichets locaux. Donc ça, c'est des idées qui sont déjà revenues, j'insiste pas. Il y aura quelque chose de nouveau peut-être sur le dernier point. Le contrôle s'effectue par une commission citoyenne de gestion de la masse monétaire. Donc ça, ce qu'on voulait dire, et de l'inflation, c'est essayer de voir des régulations de l'inflation par des commissions qui sont tirées au sort. Et ce qu'on a évoqué, c'est que justement, on a évoqué dans notre groupe les problèmes qu'il y avait par rapport au tirage au sort, et notamment le fait
finalement de ce que disait Aristote dans la politique, hein, c'est-à-dire le fait que toutes les catégories ne sont pas représentées. Et les classes moyennes et surtout les artisans et les professions libérales pourraient très vite vouloir ne pas participer au tirage au sort, même avec un dédommagement, ce qui pourrait poser d'énormes problèmes. Mais bon, on n'a pas insisté ensuite là-dessus. Donc on a surtout deux gros articles, enfin petits articles, ou je ne sais pas comment dire. Interdiction pour l'État d'emprunter. On s'est dit que c'était suffisant pour dire que ça veut dire pas auprès des marchés privés, quoi. Donc t'empruntes pas, tu crées, c'est tout. Et puis interdiction pour la Banque centrale de spéculer. Voilà. Donc idée qui était déjà évoquée auparavant. Merci beaucoup. Merci. Un article très attendu. Le pouvoir monétaire à la sauce June. Et avec un micro qui marche. On a commencé par se poser la question de quel scénario on prend. Est-ce qu'on prend le scénario comment une constitution pourrait fonctionner par-dessus la June telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ou comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer des concepts de la théorie relative de la monnaie et de la June, mais dans un contexte étatique, donc avec une constitution associée à un territoire défini avec les autres concepts d'un État. Et du coup, on est parti sur le second postulat. Donc, on s'inspire de ce qui a été théorisé par Stéphane Laborde et du fonctionnement de la June, mais on ne fait que s'en inspirer et on prend le cas de figure étatique. Côté définition, on a défini la monnaie en essayant de faire au plus court, au plus simple, plutôt que d'essayer d'y inclure les valeurs qui nous tiennent à cœur en se disant la manière de fonctionner et du coup nos enjeux ils seront plutôt dans la suite. Là on essaie d'avoir une définition courte et fonctionnelle. Intermédiaire et unité de compte de la valeur des échanges au sein d'un espace économique, ici le territoire du pays. On s'est posé la question d'est-ce qu'on définit d'autres choses comme crédit, prêt et potentiellement d'autres choses, et on s'est dit on verra si ça émerge, si on utilise les termes dans la suite, et si c'est le cas on viendra les définir, et on n'a pas eu le temps de venir sur cette partie-là. Donc sur la création et la régulation de la monnaie, on est parti sur au plus proche du fonctionnement actuel de la June. La monnaie est créée quotidiennement sur le compte de chaque citoyen, de sa naissance à sa mort, sous la forme de dividendes citoyens. Le montant du dividende citoyen tient compte de la masse monétaire et du nombre de citoyens, et le ratio, et du coup l'inflation provoquée sur ce système-là, est au départ de 10%, pour s'inspirer de ce qui se fait dans la June, mais est révisable annuellement de plus ou moins 1% par une chambre citoyenne tirée au sort, pour qu'on puisse expérimenter, et notamment par rapport à la balance inflation-chômage, qu'on puisse avoir des régulations progressives pour éviter des chocs trop perturbants. Mais en cas de, justement, situation exceptionnelle qui implique de se dire, OK, là, on a envie de pouvoir créer beaucoup plus massivement de la monnaie ou redescendre, une procédure d'urgence... il y a une procédure d'urgence pour convoquer une chambre à tirer au sort
pour réajuster ce taux librement. Et c'est avec un processus d'initiative citoyenne pour décider de la convocation et de ce réajustement-là. On pensait notamment aux situations s'il y a un tsunami, quelque chose qui ravage un territoire et que du coup il y a besoin d'investissements massifs pour rétablir, d'avoir le moyen de le faire, les moyens de le faire plutôt que de se retrouver coincé par une création monétaire trop rigide. Et du coup, pour les personnes qui ont beaucoup de notions sur la théorie relative de la monnaie et les notions de symétrie spatiale, donc égalité à un instant donné entre tout le monde et symétrie temporelle, égalité dans le temps entre les générations, là, la proposition qu'on fait respecte la symétrie spatiale, mais permet de débrayer et de ne pas respecter la symétrie temporelle si on considère à un instant donné qu'il y a besoin d'ajuster. Et il y aurait plein d'autres choses, mais pas en 1h30. Super. Merci beaucoup. Et nous avons... Je crois que c'est la dernière table, non ? Un dernier petit mot. En matière de fonctionnement dans le groupe, à mon goût, on a eu le travers de la présence d'un expert dans le groupe, dans le sens, je suis assez connu du groupe, et du coup, en matière d'intelligence collective, j'aurais à déplorer le fait que j'ai proposé un certain nombre de choses, il y a eu assez peu de contestation de ce que j'ai proposé, plutôt que vraiment une émergence du groupe. Donc un point de vigilance là-dessus, si on veut vraiment que ce soit une initiative citoyenne plutôt qu'une position d'expert. Merci beaucoup. Alors moi aussi, je vais commencer par me plaindre du fonctionnement du groupe, puisqu'on parle de tirage au sort, et j'ai été désigné volontaire. Voilà. Non, mais je ne vais pas me plaindre. Bon, évidemment, on n'a pas pu tout mettre, on n'a pas tout abordé, notamment le 3e point, sur le contrôle, on n'a pas eu le temps de l'aborder. Dans ce dont je vais vous parler, on a pris le terme de communauté, qui est un gros terme fourre-tout. Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est une partie du peuple tiré au sort? On n'a pas abordé ça, on n'a pas eu le temps. Donc le mot communauté, c'est un mot fourre-tout qui restera à définir. En préambule, la monnaie est un outil d'échange de valeurs. Cet outil est fiable et reconnu par tous. Alors reconnu veut dire qu'on a confiance. Et évidemment qu'il est partagé. Elle représente une unité de travail passé, actuel, futur. Bon, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui, on n'a rien inventé. Ensuite, qui crée et régule la monnaie et comment? Alors les modalités d'émission et destruction, leur mise en œuvre et le contrôle de cette mise en œuvre sont définis exclusivement par la communauté, exclusivement souligné, c'est-à-dire que le privé ne rentre pas dans la définition des modalités de création et de destruction et de leur mise en œuvre. Un point important que je crois que certains États ont mis dans leur constitution, à tout moment, il est possible de convertir la monnaie scripturale en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'on ne supprime pas l'argent liquide, et nous on va plus loin, on dit à tout moment il faut qu'on puisse récupérer en argent liquide, parce que c'est notre argent. Voilà. Donc ça, on pense que c'est important de le mettre dans une constitution. Et ensuite, les 2 autres points, c'est comment est-ce qu'on va émettre et comment est-ce qu'on va détruire. Donc les critères qui vont piloter l'émission et la destruction. Il y a un point qu'on n'a pas abordé là-dedans, qui est le fait de faire crédit au privé pour des investissements, pour des projets immobiliers. On ne l'a pas mis là, et ce qui est mis là ne le traite pas. Ces mécanismes ne le traitent pas, mais bon, vous l'avez en tête. Donc les émissions sont pilotées par les besoins de la communauté, donc ce qu'on appelle les services publics, et derrière le nouveau besoin, c'est pas, on n'a pas défini, mais le fait qu'un parent au foyer s'occupe de ses enfants, ça fait partie du besoin de la communauté. Donc dans ce terme besoin, évidemment, c'est là-dedans qu'on pourra redéfinir tous ces emplois masqués ou rémunérés actuellement peut-être par les prestations sociales ou des choses comme ça.
Donc les émissions, elles sont pilotées pour assurer les besoins de la communauté, pour assurer la subsistance des personnes qui ne peuvent pas par elles-mêmes assurer leur subsistance, donc là les personnes dépendantes, ou qui sont en transition. Donc là, c'est l'équivalent du coussin social. Et puis, aussi, ce que disait Étienne Chouard, le troisième point qui pilote les émissions, ça va être de réguler, de limiter le chômage. Non pas forcément de l'annuler, mais de limiter à sa part résiduelle. Mais en dernier ressort. Donc là, une chose qu'on n'a pas mise, mais c'est un petit warning, qui est que ça doit vraiment être le dernier ressort, et il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas un revenu universel. Ce que je veux dire par là, c'est que si tout le monde se dit, de toute façon, je serai employé pour aller faire tondre la pelouse et je sais pas quoi, et puis je peux mettre 15 jours pour tondre la pelouse, parce que de toute façon je suis assuré par le système que j'aurai mon revenu, c'est un revenu universel déguisé avec juste une obligation de présence au poste de travail. Voilà. Donc cette notion d'employeur en dernier ressort, il faut faire attention faut qu'il y ait des limites, faut toujours garder la stimulation pour moi, c'est plus intéressant que je reste dans le circuit économique classique que d'être dans ce cas-là. Ça rejoint un peu la question que vous aviez posée, je crois, sur cette motivation, la créativité, comment garantir qu'on aura toujours de la motivation, de la créativité. Et ensuite, les destructions, elles sont pilotées pour annuler les émissions sur un moyen terme. Je sais pas, je dis n'importe quoi, sur 10 ans, enfin sur une période qui reste à définir. C'est pas forcément, c'est pas au jour le jour qu'il faut que destruction est égale à émission, parce que quand il y a un coup dur, c'est Keynes quoi. Donc on va en émettre quand il y a besoin. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que quand il y en a plus besoin, on récupère. Et il faut, sur une moyenne glissante, annuler. Et comment est-ce qu'on le récupère? C'est ce qu'avait dit Étienne Chouard. Cette annulation, c'est par la levée de l'impôt qu'on reprend cette masse que l'on a mise dans le système. Pour qu'en fait, il y ait idéalement uniquement le stock qui circule, qui fait l'économie, soit à volume constant en moyenne. Et on annule le flux entrant-sortant. Et le troisième point qu'on n'a pas adopté, comment est-ce qu'on contrôle, qu'on n'a pas évoqué, comment est-ce qu'on contrôle, on n'a pas eu le temps. Voilà. C'est plus rare dans les ateliers constituants d'être en désaccord que dans les ateliers législatifs. Les sujets législatifs, par exemple nucléaire ou pas nucléaire, ça nous divise. Ça fait partie des conflits entre les citoyens et qui doivent être mis en scène et tranchés par les votes après avoir éclairé l'opinion. Okay. En matière constituante, normalement, il y a moins de conflits. C'est beaucoup plus facile de tomber d'accord. Mais il y a quand même des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Par exemple, sur le statut des étrangers. Dans la Constitution, il va falloir décider qui est citoyen, quels sont les droits des citoyens, et on va définir, quand on définit citoyen, on définit en négatif qui sont les non-citoyens, donc les étrangers, et ça fait partie des objets de disputes qui peuvent survenir dans les ateliers constituants. Et alors, ce que j'aurais dû vous dire, et je m'en veux de ne pas vous avoir dit ça avant, c'est que quand on tombe sur une dispute, un conflit qu'on n'arrive pas à résoudre là, c'est tentant d'essayer d'emporter le truc et d'avoir raison et finalement de démontrer que l'autre a tort. Mais quand on fait ça, en fait, on bloque le groupe et on n'arrive pas à avancer. En fait, c'est comme si le travail se terminait mal, alors qu'il y a une solution très simple à connaître et qui marche aussi pour les sujets législatifs d'ailleurs. Ça s'appelle construire les désaccords. En fait, quand on n'est pas d'accord, on peut simplement noter les positions divergentes. On n'est pas obligé de ne noter qu'une position divergente, comme si elle avait gagné et les autres avaient perdu, parce que ça c'est frustrant et c'est injuste. Construire des accords, c'est noter le point, les différentes options, les différents choix sur lesquels on n'est pas tombé d'accord, et ce qui fait que chacun obtient raison d'une certaine façon, puisque son point de vue est noté, et quand on fait ça, on peut continuer à travailler sur le reste, et sur le reste, on va recommencer à être d'accord. Donc c'est super important de ne pas s'obstiner en essayant d'avoir raison. Si on n'est pas d'accord,
on note les deux et puis on verra plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, la nuit porte conseil, ou bien d'autres discussions, d'autres intervenants qui vont trouver une troisième voie qui est en fait médiane entre les deux. Enfin, il y a plein de façons ensuite de tomber d'accord. Et puis finalement, si finalement on n'arrive pas à trouver d'accord, en fait, on va demander à la population de trancher sur les sujets qui restent conflictuels, et puis c'est la majorité qui l'emportera. La majorité, c'est toujours frustrant, hein. Quand on réfléchit à nos façons de prendre des décisions, tout le monde préférerait qu'on prenne nos décisions à l'unanimité, évidemment. Le problème, c'est que l'unanimité, ça fonctionne qu'avec des toutes petites sociétés. Dès qu'on est très nombreux, nécessité fait loi. On ne va pas arriver, si on est très nombreux, à être unanime. Donc, c'est cette nécessité du nombre qui nous contraint à accepter l'espèce de violence qu'il y a dans la majorité. Parce que quand la loi de la majorité, ça veut dire qu'une série d'humains vont dominer une autre série d'humains qui sont juste moins nombreux, et on va décider contre eux. Donc, en fait, toutes les mises en scène des conflits, toutes les délibérations, toutes les palabres politiques servent à diminuer au maximum ces situations finalement de violence quand même, où la majorité impose sa loi, la loi qu'elle préfère, à la minorité. Voilà, donc j'avais oublié de vous parler de construire les désaccords pour continuer à travailler, même quand on n'est pas d'accord en notant toutes les options. Je trouve que c'était parier, c'était risqué de vous donner que 2 heures, même 1 heure et demie, pour écrire sur un sujet aussi technique, en fait. Hein. Bon, c'est pas inutile qu'on en ait parlé toute la journée avant, ça a dû vous aider à avoir quand même quelques idées, à pas arriver vierge sur le sujet. À mon avis, c'est pas terminé, il va falloir que ça mature, que vous y repensiez, que vous dormiez là-dessus, que vous en parliez avec vos enfants, vos parents, vos cousins quand vous rentrez à la maison, pour voir ce qu'ils en pensent. C'est pas facile, hein, quand je parlais de rendre quelqu'un constituant en le rencontrant simplement dans le train ou dans l'avion ou par hasard, un inconnu, quoi. Dans le train, ce qui rend le truc possible, c'est qu'on a 7 heures de train. Donc on a un moment, quoi, on va parler. C'est vrai que si on n'a que 10 minutes parce qu'on est dans la queue d'un service public ou d'un commerçant, c'est plus compliqué d'emporter le morceau et d'obtenir une vraie transformation. En plus, la transformation que j'obtiens avec quelqu'un avec qui j'ai parlé 7 heures, c'est pas forcément gagné. Hein. Peut-être qu'ensuite ça va s'éteindre comme un feu dans lequel on met plus de bois. Bon, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à devenir tous un peu militants, au sens où c'est notre mission à chacun d'entre nous d'être un peu contagieux pour qu'on soit de plus en plus nombreux. L'idée des ateliers constituants, c'est de devenir, c'est de façon pratique, de faire la démonstration que nous sommes capables d'écrire notre Constitution, de faire la démonstration pour nous et pour les autres. Et puis, la deuxième mission de l'atelier, c'est d'entraîner des inconnus, des gens qui ne sont pas au courant, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. L'idée étant que la police est légitime à nous tirer dessus quand on veut tout changer si on n'est pas nombreux, enfin légitime en tout cas à nous interdire de tout changer, pas à nous tirer dessus, mais à nous empêcher, à nous obliger à rentrer chez nous, alors qu'elle est illégitime, et elle se sent illégitime quand ce n'est pas les Champs-Élysées qui sont noirs de monde à réclamer de ne pas élire l'Assemblée constituante. Nous refusons des panneaux, des manifestations monstres qui disent on ne veut pas élire l'Assemblée constituante comme le veulent les politiciens, on veut écrire nous-mêmes la Constitution. On ne veut pas de représentants constituants. Donc, si ce n'est pas les Champs-Élysées, mais toutes les rues de Paris qui sont pleines noires de monde, là, je pense que la police, naturellement, qui est pleine de gens qui sont comme nous, en fait, qui cherchent le bien commun, hein. Ils ne sont pas tous comme ceux qui tirent sur les gilets jaunes. Hein. C'est terrible. Ceux qui osent tirer sur les gens désarmés, ça c'est vraiment terrible, mais ce n'est pas le cas général de la police, je pense. La police est pleine de gens raisonnables qui font respecter l'ordre public. Oui, l'ordre public. Et sur le contenu là, du pouvoir monétaire, il y aurait peut-être des observations, parce que là on part sur le pouvoir policier. Oui, mais moi je prends du champ. L'autre avantage aussi, Étienne, par exemple, de travailler en atelier constituant, c'est que vous n'allez pas avoir de policier qui va venir à la table, vous dire lâchez votre stylo.
ça va être plus compliqué pour eux. Oui. Est-ce que vous avez senti que vous parlez, que votre sujet de conversation, quand vous êtes sur le niveau constituant, nous transforme en adultes politiques? C'est-à-dire qu'on devient souverain, on se met enfin à parler des choses les plus importantes, alors que quand on en est réduit à parler des lois, alors que nous ne sommes pas législateurs, on sent bien, même si on sent que c'est des lois importantes, on sent qu'on discute pour rien. Alors que là, on est en train de préparer une mutation qui va juste tout changer, en fait. Quand on va être capable de se défendre contre nos représentants, quand on va être capable de voter nous-mêmes nos lois, c'est tout le spectre des lois qui va nous être ouvert, alors que pour l'instant, il est fermé. Enfin, moi, je sens, quand on est en train de réfléchir à la Constitution, que je deviens un adulte politique. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Et voilà. Et en tout cas, merci d'être resté si tard, parce que vous êtes quand même vachement nombreux, c'est technique. Et moi, je trouve que ça s'est super bien passé. Merci à tous ceux qui l'ont organisé. Vous avez été formidables. Merci beaucoup. Merci à toi, Étienne. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui veulent prendre la parole ?